Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je fais une micro-intro, 2 petites secondes pour vous donner les nouvelles. Mes travaux sont terminés, du moins pour la partie construction, donc maintenant on va passer à la déco, mais ça va moins me gêner qu'avant. Et il y a une petite chose que vous ne voyez pas, mais qui est de ce côté de la pièce, c'est qu'un nouveau studio est en train de voir le jour. En effet, pour ceux qui suivent le plus, j'ai parlé d'une nouvelle émission qui sera consacrée au paranormal. Eh bien, celle-ci est en train d'arriver et les scripts sont même écrits, donc restez connectés. Allez, je vous dérange pas plus longtemps, on passe à la réelle intro du sujet de ce soir. Si je vous dis Dracula, évidemment, pour la plupart d'entre vous, ce nom est bien connu. Soit vous avez lu des œuvres littéraires qui parlent de ce sujet, soit vous avez vu au moins un des nombreux films relatant le passé de cet être, ce personnage cruel et sanguinaire, célèbre vampire incontournable de la littérature française et mondiale. Et bien ce soir, on va parler de la réalité se cachant derrière le mystère. Peu de gens savent que Bram Stoker, le célèbre créateur du personnage de Dracula en 1897, s'est servi de personnes bien réelles de l'histoire. Sur tous ces personnages, j'ai retenu un nom, Vlad III de Valaquie, un petit royaume près de Bucarest, en Roumanie. Pourquoi celui-ci? Eh bien tout simplement car le destin cruel de ce prince, devenu roi par accident, eh bien, est celui le plus proche de notre célèbre Dracula. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Bon, pour commencer, il va falloir différencier au cours de cette vidéo 3 choses. Premièrement, les faits, ensuite les divergences avec la légende, et pour finir, les écrits troublants restant du passage sur notre terre de ce terrible prince. D'après les traces écrites, Vlad Tepes, de son vrai nom, serait né entre 1431 et 1436. En effet, il n'y a pas de date précise de la naissance de celui-ci, comme dans beaucoup de cas lorsque l'on remonte avant 1600. Si on suit une logique, le prince est né à Targoviste, en Valaquie, lieu de règne de sa famille, mais les légendes, elles, nous parlent de Sighisoara en Transylvanie. Il est le fils de Vlad II, que l'on appelle aussi Vlad Dracul, le dirigeant actuel du pays. Et c'est une famille de boyards, c'est-à-dire des aristocrates russes que l'on pourrait désigner comme un ordre de chevaliers. Pour faire une petite parenthèse, si vous vous demandez pourquoi est-ce que les faits et la légende divergent au niveau de la naissance de notre protagoniste, eh bien c'est tout simplement car depuis la sortie du roman de Bram Stoker, eh bien la Roumanie a extrêmement gagné en popularité et en touristes, notamment des experts du paranormal en tout genre. Ils ont donc décidé de déplacer eux-mêmes le lieu de naissance officiel de Vlad Tepes à cet endroit-là. Et il faut savoir que cela est fortement plausible, car Vlad II, le père, était exilé avec sa famille, pile poil en Transylvanie au moment de la naissance de Vlad III, Vlad l'Empaleur, notre protagoniste actuel. On ne sait pratiquement rien de la mère de Vlad l'Empaleur, ni grand-chose sur son enfance jusqu'en 1442, où des écrits relatent que celui-ci fut envoyé comme otage avec son frère Radu, que l'on nomme Radu le Beau, auprès du sultan Mourad II. En effet, le père de Vlad, Vlad Ier du nom, que l'on surnommera Dracul, a été victime d'un coup d'état par celui-ci et a donc décidé, pour pouvoir garder son trône, d'envoyer ses 2 jeunes enfants à Andrinopol, capitale de l'Empire ottoman de l'époque, et jusqu'en 1448 pour Vlad et 1462 pour son frère Radu le Beau. Bon, à l'époque, quand on parle d'otage, c'est bien sûr une notion d'otage diplomatique. En effet, les 2 jeunes enfants sont extrêmement bien traités, peut-être même mieux qu'au sein de leur propre pays. Ceux-ci bénéficient d'une éducation d'or où ils apprennent le grec, le latin, le turc, l'arabe. Ils ont des connaissances approfondies de toutes les cultures, ils pratiquent l'équitation, l'escrime, l'art de la guerre et bien sûr, ils bénéficient de différents privilèges dus à leur statut de prince. En fait, c'est plutôt une police d'assurance de Mourad II envers Dracul qui va pouvoir rester tranquille. Il dirige toujours son royaume, mais sous la coupe des Turcs. En effet, les 2 jeunes enfants apprendront des choses qui leur serviront extrêmement bien plus tard.
Radu, petit frère de Vlad, apprécie énormément sa nouvelle vie et se convertit même à l'islam. Vlad III, quant à lui, voue une profonde haine à ce peuple et promet de se venger un jour. Une vengeance qui, vous le verrez, ne s'arrêtera pas de sitôt. Quelque temps plus tard, Dracul est victime d'un nouveau coup d'État, et cette fois-ci, il finira exécuté. C'est le début d'une heure sombre pour Vlad III. Pourquoi? Eh bien tout simplement car si normalement son frère aîné aurait dû reprendre le trône, celui-ci ayant décidé de vivre une vie de moine, eh bien c'est Vlad III qui est directement propulsé au trône. Et il quitte le palais ottoman pour rejoindre celui-ci, sous le couvert de Mourad II bien évidemment. Les choses ne se passeront pas comme prévu pour Vlad, qui va passer son temps à fuir de royaume en royaume, pour finir par s'établir en Transylvanie, chez un cousin à lui, le prince Stephen III de Moldavie. Avec son aide, en 1456, il reprend le royaume de Valachie au prix d'une guerre sanguinaire. C'est une nouvelle ère qui commence pour les deux hommes, car en effet, à eux deux, leur puissance est telle qu'ils libèrent peu à peu la Moldavie et la Transylvanie de l'Empire ottoman. C'est l'heure pour Vlad III de se venger. Vlad a une obsession pour la vengeance, à tel point qu'il dresse une liste de noms de personnes ayant de près ou de loin participé au coup d'État contre son père. Et tel le début d'un épisode de Game of Thrones que beaucoup de gens connaissent, celui-ci décide tout simplement de les inviter à un grand repas de Pâques. C'est ce soir-là que débute la légende du grand Vlad l'Empaleur. En effet, celui-ci arrête toutes les personnes ayant répondu à son invitation et décide de les empaler sur la place publique, à la vue de femmes et enfants, qui seront eux réduits à l'esclavage pour reconstruire le château familial et le village de Vlad III, surnommé définitivement l'Empaleur du siècle. Vlad perd peu à peu la raison et dirige son royaume par la terreur et par l'Église. En effet, la vie au sein du château et même du petit peuple est rigoureusement encadrée et la moindre infraction conduit à la mort. Empalement, pendaison, bûcher ou encore bouilli vivant, le royaume est terrifié par ce dirigeant sanguinaire n'ayant plus aucune limite. Après la chute de Constantinople, dont je vous passe le détail, le pape décide de faire appel à Vlad III. Il veut repartir en croisade et définitivement exterminer les Turcs. Notre nouveau roi saute sur l'occasion. C'est pour lui la vengeance ultime, l'heure de bouter les Turcs, hors de sa région et même de son pays. Mais Mourad II, qui a vent de tout cela, décide d'envoyer un groupe d'émissaires au sein du château de Valachie, pour pouvoir éviter, si possible, une guerre qui serait exorbitante en coûts pour les deux parties. C'était sans compter sur Vlad l'Empaleur. Celui-ci cherche à tout prix un moyen de déclencher une guerre, et il le trouve. En effet, il prétextera le fait que les émissaires n'aient pas ôté leur turban en signe de respect pour tout simplement leur planter à chacun un clou dans le crâne. Mourad II, sans nouvelles de ses émissaires, dépêche une petite armée afin de les récupérer. Et là, c'est le début de la guerre contre les Ottomans. En effet, cette petite armée se fait littéralement décimer par les factions de Vlad III qui sont disséminées un peu partout dans la région. À partir de là, l'armée de Vlad n'a aucune limite, tout comme la soif de sang de celui-ci. Il ravage chaque village croisé, empalant femmes et enfants et ne laissant jamais aucun survivant. De plus, Vlad nargue régulièrement Mourad II en lui envoyant des lettres de ses actes odieux. Le sultan ne fait pas le poids face à l'armée de Vlad, qui compte plus de 30 000 hommes, mais il décide quand même d'envoyer une armée. C'est un vrai massacre. L'armée de Mourad II est définitivement rayée de la carte, avec plus de 10 000 hommes morts qui finiront empalés sur la zone. Et cela fera de Vlad le héros des croisades. Mourad II décide de se replier, mais blessé dans son orgueil, il va cesser toutes ses activités pour se consacrer à l'arrêt définitif de Vlad l'Empaleur. Celui-ci va recruter plus de 150 000 hommes. Et le but premier n'est même pas de gagner la guerre, mais tout simplement de tuer Vlad l'Empaleur. Vous vous souvenez de Radu, le jeune frère de Vlad. Celui-ci, comme je l'ai dit, s'est converti à l'islam et a définitivement rejoint le royaume ottoman. Mourad II lui fait même tellement confiance qu'il lui dira que s'il lui ramène la tête de son frère, celui-ci lui fait la promesse de lui laisser le trône de Valachie.
Aujourd'hui, les historiens le savent, cette guerre était logiquement perdue d'avance. L'armée de Vlad, composée majoritairement de 30 hommes lanciers à pied, se retrouve face à 150 000 soldats, de cavalerie, d'archers et surtout d'une nouvelle arme trouvée par les Ottomans en Asie, le canon. Vlad a beau avoir une haine profonde envers l'Empire ottoman, celui-ci est un fin stratège. Il sait très bien que la guerre sera perdue s'il part au front. Il décide donc de donner l'ordre à son armée de se replier. Mais par contre, en faisant le maximum de dégâts. Si tant et si bien que quand l'armée de Mourad II arrive pour récupérer leurs terres, ils ne peuvent plus rien en faire. Celle-ci est polluée par tous les cadavres en putréfaction. Plus de 25 000 soldats et citoyens ottomans sont empalés un peu partout dans les terres qui ont été préalablement brûlées et salées. Mais malgré tout cela, Vlad l'Empaleur est maintenant encerclé par l'armée des Turcs, dirigée par son frère Radu. Sentant le vent tourner, celui-ci va réussir à fuir, mais il finira par être trahi par un proche et emprisonné pour 4 ans en Hongrie. On ne sait pourquoi, mais celui-ci sera ensuite libéré. Vlad est désormais un homme ravagé par les guerres et la prison, et celui-ci n'a plus qu'un seul but, se venger. Et maintenant qu'il est au courant que son frère, qui détenait le trône, venait de mourir, il sait qu'il n'a plus qu'un seul objectif, le récupérer. Et bien sûr, fidèle à sa réputation, celui-ci va réussir. Il recrutera seulement 4000 hommes pour cet acte, et il récupérera l'entièreté de son château et son royaume. Seulement, les Turcs, qui ont vent très vite de cette histoire, décident de tous se rallier et d'aller au château de Valaquie pour empêcher ce roi turbulent de reprendre du poil de la bête. Ils détacheront un énorme bataillon pour en finir avec Vlad l'Empaleur, et celui-ci meurt donc en 1477. Enfin, c'est ce que l'histoire la plus probable laisse à penser. On raconterait même que celui-ci fut décapité et emmené à Constantinople, où les citoyens pouvaient observer cette tête jusqu'à ce que celle-ci entre en décomposition. Voilà donc la fin de la célèbre histoire de Vlad l'Empaleur. Si l'on se rend bien compte que la légende diffère beaucoup du personnage de Dracula, on pourrait très bien penser que Bram Stoker a gardé en fait l'aspect sanguinaire du personnage pour créer son monstre, ainsi que sa ténacité. En effet, celui-ci a tellement réussi à s'en sortir régulièrement de situations périlleuses que l'on pourrait penser qu'il était finalement invincible, immortel. C'est déjà la fin de ce JTR. Si cette émission vous a plu, je vous invite grandement à la partager, la liker et la commenter, afin de nous aider à nous faire connaître. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans un prochain JTR.